Salut à toi cavalier de la marche. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du film The War of the Rohirrim, la guerre des Rohirrim en français, un film qui est sorti récemment au cinéma et qui propose une nouvelle exploration de l'univers Seigneur des Anneaux par Warner Bros. L'occasion d'ailleurs de revenir un petit peu dessus en première partie, puis ensuite on ira un peu plus loin dans mon analyse et avis du film parce que vous allez voir, malheureusement j'aurais pas non plus masse choses à dire là-dessus, il n'y a pas de secret ou de mystère à élucider à travers ce film, au contraire je trouve qu'il est même assez limpide à ce niveau-là. Par contre, on va revenir un petit peu plus sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est la guerre des Rohirrim? Eh bien c'est un film d'animation japonaise réalisé par Kenji Kamiyama, un réalisateur qui est assez méconnu quand même dans l'univers de l'animation japonaise, même si on lui doit quand même plusieurs films et productions dans l'univers de Ghost in the Shell. En revanche, c'est aussi à souligner, c'est la première fois qu'on a un film en animation japonaise qui adapte l'univers du Seigneur des Anneaux. Je rappelle aussi que ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que nous ne sommes pas retournés au cinéma pour voir un film Seigneur des Anneaux, et c'est peu de le dire parce que la dernière fois c'était quand même Le Hobbit, la bataille des 5 armées, un film qui pour ma part ne m'avait pas forcément plu au cinéma. La version longue était un poil mieux, mais je reste quand même assez déçu de cette conclusion de la trilogie du Hobbit. En revanche, ce qui est sympa, c'est que maintenant on a deux visions de l'univers Seigneur des Anneaux qui vont s'affronter entre guillemets, celle par Amazon et maintenant celle avec Warner Bros, qui a déjà fait ses preuves à mon sens avec la trilogie du Hobbit, et l'occasion aussi de revenir un petit peu là-dessus parce que Warner a les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et très important, ils ont aussi les droits d'adaptation des appendices, et c'est là dans ces appendices qu'ils peuvent piocher l'histoire qui nous est racontée dans la guerre des Rohirrim. Tout ceci s'inscrit quand même dans une volonté et une stratégie commerciale de la part de Warner Bros, puisque ce film La guerre des Rohirrim est le premier d'une longue et je l'espère très longue lignée, l'occasion sans doute de refaire un bilan à la fin de l'exploitation de ce film pour voir s'il est rentable ou pas. D'après ce que j'ai compris, il aurait coûté autour de 30 millions de dollars à produire, à voir si dans ce chiffre-là il y a uniquement le coût de la production ou si le coût marketing aussi de la promotion du film est inclus dedans ou pas. Ça nous permettra de voir si le film est rentable à ce niveau-là ou pas du tout. Et Philippa Boyens, qui est rattachée au projet comme Peter Jackson en tant que producteur, eh bien elle nous avait dit récemment que si le film était rentable et qu'il rencontrait un succès commercial et critique, peut-être qu'on aurait éventuellement d'autres projets en animation, donc ça sera l'occasion là aussi de revenir un peu plus tard là-dessus, si d'aventure la guerre des Rohirrim fonctionnait et permettait de déclencher cela. On sait aussi qu'il y a un film live sur la traque de Gollum qui est en préparation et qui devrait logiquement sortir en 2026, donc c'est intéressant de voir que on va avoir Warner Bros qui commence à remettre la machine Seigneur des Anneaux en marche à travers l'exploitation de cette licence. Mais bon, tout ça c'est du blabla, c'est du général, je pense que vous êtes quand même là pour savoir véritablement ce que j'ai pensé du film La guerre des Rohirrim. Donc je vous propose en conséquence de clore cette grosse introduction et de poursuivre avec tout d'abord mon avis sans spoiler et enfin mon avis plutôt spoilant avec 2-3 éléments, vous allez voir je vais pas non plus développer, ça va pas être une vidéo de 30 minutes, mais je vais quand même essayer un petit peu de mettre en lumière les choses qui m'ont plu et déplu à travers ce film, et on commence tout d'abord par la partie no spoil. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien j'ai quand même apprécié. Je vais pas dire que c'est une claque monumentale, que c'était une masterclass, que c'était incroyable. C'était sympa. C'était pas non plus un film extraordinaire, c'est très loin d'être la bouse intersidérale que certains ont décrit en critique ou même sur les réseaux. Au contraire, j'ai plutôt apprécié ce que le film nous a proposé parce que déjà d'une part je connaissais l'histoire, donc effectivement quand tu connais l'histoire et que tu arrives à saisir certaines références, peut-être que tu profites plus de ce qui t'est proposé. Je suis aussi quelqu'un qui est assez réceptif à tous les côtés un peu nostalgiques, le côté fan service. Moi j'adore ça, et je suis quelqu'un de très réceptif parce que Le Seigneur des Anneaux, quand c'est sorti au cinéma en 2001, j'avais 10 ans, donc effectivement quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, ça m'avait fait quelque chose, et le fait de réentendre les musiques, notamment les thèmes musicaux du Rohan, ça m'a fait quelque chose. J'avoue, j'avais pas les larmes aux yeux, je suis pas émotif à ce point, j'avais un peu la boule à la gorge, dans le sens où ça me faisait un petit truc quand même de revoir le gouffre de Helm, de revoir Edoras, de réentendre la musique, il y avait tout ça, et puis aussi, il faut savoir que je l'ai vu en VF. Alors il y a les pro VF, les anti VF. Moi je m'en fous, j'adore Le Seigneur des Anneaux en VF, même s'il y a des erreurs de traduction et de prononciation, et j'ai quand même apprécié et j'apprécie toujours certains films en VF, et c'est très difficile pour moi de les regarder en VO parce que justement il y a ce côté nostalgie qui est rattaché à cette voix française, donc c'est très difficile à ce niveau-là, et le fait de réentendre la voix française d'Éowyn, c'est génial. Moi j'ai adoré, donc c'était vraiment super, et j'ai adoré ce côté vraiment nostalgique d'entrée dès que tu rentres dans le film, c'est génial et c'était super. Visuellement aussi, le film, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité
continuité visuelle et artistique et même musicale de ce que nous avait proposé Peter Jackson. On retrouve les lieux iconiques, que ce soit Edoras, le gouffre de Helm. Ce que j'ai moins apprécié par contre, et là ça risque d'être peut-être un point, je vais pas dire clivant du film, c'est l'animation. J'adore les animés japonais, mais vraiment quand je dis que j'adore, j'adore. C'est pas un manga, on n'oublie pas, hein, la différence, un manga c'est un livre, un animé c'est un film. Là effectivement l'animation, elle est imparfaite à mon sens parce que, je vais peut-être dire 90% du moment, je n'ai eu aucun problème, j'ai été dedans et ça m'a pas posé problème. Par contre, il y a peut-être 10% du film où soit c'est un peu bizarre au niveau de l'animation, soit c'est très saccadé. Je sais pas, j'ai l'impression que le personnage il faisait ça et c'était vraiment... J'avais l'impression que le personnage laguait ou qu'il y avait un bug ou c'était vraiment un problème. J'ai justement discuté avec l'un d'entre vous sur Twitter qui m'a dit que c'était très certainement le nombre de FPS de l'animation japonaise par rapport à notre perception ou à la vision aussi d'un film, ou la conversion d'un film animé japonais par rapport à une conversion dans un format américain, j'ai envie de dire. Je ne suis pas non plus un expert dans la technicité de réaliser un animé et même dans l'animation d'une manière générale. Par contre, c'est vrai que ces moments-là où c'était saccadé au niveau de l'animation, ça m'a quand même fait sortir du film. Je pense que l'animation va déplaire à un grand nombre de personnes qui vont dire que ce n'est peut-être pas adapté à l'univers du Seigneur des Anneaux. Au contraire, je trouve que ça s'inclut plutôt bien dans l'univers, que ça nous permet d'avoir une autre vision de ce que pourrait être l'exploitation du Seigneur des Anneaux par un point de vue japonais. Donc j'ai quand même plutôt apprécié cela, malgré, comme je vous ai dit, ces saccades qui me sortent par moments du film. L'histoire est quand même bien respectée, on retrouve vraiment ce squelette-là qui articule l'histoire de la guerre des Rohirrim, mais j'ai quand même apprécié le fait qu'on nous permet d'avoir des petites histoires annexes et des nouveautés à ce niveau-là qui sont très appréciables et qui s'inscrivent très bien dans la continuité des films de Peter Jackson. C'est pas non plus une rupture totale avec les deux trilogies de Jackson, au contraire je trouve que ce film est un très bon complément à ce niveau-là. Il y a aussi toute la proportion donnée à l'histoire de Hera, la fille du roi Helm, qui dans le livre ne fait quasiment rien, pour ne pas dire elle est inexistante, si ce n'est qu'elle est mentionnée à un moment. Là, je trouve que c'était plutôt un ajout très sympathique, et dans la continuité, encore une fois, de ce que Peter Jackson nous a introduit dans ces deux trilogies. Je vais pas dire que c'est un Walk of the Rohirrim, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont amusés à dire ça. Malheureusement, non, désolé de vous décevoir, ce film n'est absolument pas woke, il est dans la pure tradition de ce que nous a fait Peter Jackson. Pour rappel, ce film nous montre une Hera qui est guerrière et qui s'affranchit un petit peu de son rôle de femme, et je trouve ça intéressant quand même parce que dans les films de Peter Jackson, on a Éowyn qui s'émancipe là aussi et qui va avoir un rôle de guerrière. Peter Jackson lui a donné un rôle bien plus important dans les films parce que dans les films, elle démontre ses capacités de guerrière, elle se bat, elle devait même théoriquement se battre au gouffre de Helm contre des Uruk-hai qui étaient rentrés dans les cavernes, et c'est une scène coupée qui ne figure pas au montage. Il y a même aussi une séquence d'Arwen qui vient au gouffre de Helm se battre, qui a été tournée et qui elle aussi n'a pas été conservée. Preuve peut-être que Peter Jackson avait vraiment cette volonté de inscrire ces deux femmes dans une dimension beaucoup plus guerrière que celle qui nous a été présentée dans les films. Il y en a aussi qui se sont outragés lorsque Hera a dit qu'elle refusait de se marier avec Wulf, mais Éowyn, elle refuse pas d'écouter son oncle pour partir à la guerre? Je sais pas. C'est pas être progressiste d'avoir cette guerrière là, au contraire. Moi je trouve que c'est très bien et ça s'inscrit dans la continuité du personnage d'Éowyn. Maintenant c'est peut-être un problème à mon sens parce que c'est trop calqué sur Éowyn et ça manque là aussi peut-être de personnalité. Là je vous l'accorde, la ressemblance entre Hera et Éowyn mérite d'être posée, et outre cela il y a aussi la ressemblance au niveau de l'histoire d'une manière générale avec les deux tours. Là malheureusement on n'y peut pas grand chose parce que l'histoire telle qu'elle est racontée dans les livres, c'est quasi à 90% la même chose qui nous est racontée dans le film The War of the Rohirrim. Je retrouve l'histoire fidèlement retranscrite avec quelques petites divergences, vous vous en doutez bien. Les films de Peter Jackson ont eux aussi leur grosse part de divergence par rapport au livre, ça n'empêche pas d'être aujourd'hui considérés comme des films classiques et intemporels. Je veux pas dire par là que la guerre des Rohirrim doit être considérée comme un classique intemporel ou même un film culte, ça reste quand même une exploration sympathique avec son lot de qualités et de défauts que je vous ai plutôt présenté à mon sens ici. Alors d'une part je vous le dis, à partir de ce moment là je vais rentrer dans la partie spoil, je vais pas non plus dévoiler des trucs absolument mémorables et incroyables, ça va être plutôt des spoils d'ordre généraux, donc vous êtes prévenus et vous vous aventurez en terrain connu. D'entrée ce que je vais vous dire c'est que je l'ai vu en VF ce film, et comme je vous ai dit en introduction, ce film, moi ça ne m'a pas dérangé de le voir en VF parce que j'adore la voix française des films de Jackson. Là où j'étais un petit peu surpris, en bien, c'est que cette VF, elle s'inscrit dans la continuité aussi de la traduction française et la toute première traduction française de Francis Ledoux. C'est pas la nouvelle traduction
traduction française par le québécois Daniel Lauzon qui a changé certains noms propres, et le film La Guerre des Rohirrim, au moins lui il s'inscrit dans la continuité de la traduction française et la toute première. En parlant de VF, il y a 2 orques qui sont doublés par Amixem et Zerator. Je vous avoue c'est très discret, on les entend à peine, ils ont un rôle de, allez, 1 minute montre en main, vraiment. C'est pas dérangeant parce qu'au final ils ont réussi à faire des voix un petit peu les orques, tu vois, un truc comme ça. Et ça passe. Par contre, si tu le sais, ben là effectivement tu reconnais un petit peu la voix d'Amixem et de Zerator, surtout Zerator, autant Amixem je trouve que c'était plutôt discret. C'est pas dérangeant et ça reste vraiment un rôle extrêmement minime. Par contre ce que j'ai trouvé plutôt sympa c'est que ces 2 orques pour la VO, ce sont les acteurs Billy Boyd et Dominique Monaghan qui sont respectivement Pipin et Merry qui doublent ces 2 orques. Donc là aussi peut-être à voir en VO STFR pour avoir vraiment ce moment-là qui risque d'être très intéressant à entendre. Et encore une fois par rapport au doublage, parce que c'est un film en animation donc forcément il faut que je parle de doublage, il y a Saruman qui apparaît dans le film, donc là c'est logique par rapport à l'histoire et c'est très sympathique d'avoir lié tout cela. Ce n'est pas le même doubleur pour la VF, par contre en VO c'est Christopher Lee qui fait le doublage de ce personnage. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible, il est décédé en 2015 ? Eh bien oui, il est décédé, par contre ils ont récupéré des enregistrements de Christopher Lee initialement prévus pour le film La Bataille des 5 armées, et c'était une séquence où il disait plusieurs fois la même phrase avec des intonations différentes, avec d'autres mots ou d'autres façons de tourner la phrase, donc ce qui permet d'avoir plusieurs versions, et ils ont juste réinversé 2-3 lettres ou 2-3 mots, ils ont réutilisé un autre mot dit par Christopher Lee dans une autre phrase, donc c'est pas de l'IA et c'est très bien vu d'avoir utilisé la voix de Christopher Lee. Philippa Boyens se disait qu'ils avaient demandé l'autorisation aux héritiers de Christopher Lee d'utiliser sa voix dans ce film, ce qui a été donné, donc là aussi j'ai très hâte de pouvoir voir le film en VO pour avoir la dernière parole donnée par Christopher Lee en tant que Saruman. Ça fera aussi là quelque chose quand même à entendre. Concernant les spoils sur l'histoire, j'ai pas grand chose à dire, il y a des petites différences quand même. La mort de Hama, elle n'est pas forcément la même. Dans l'histoire, il meurt là aussi dans ce même lieu, par contre la mise à mort n'est pas la même, c'est-à-dire que ils sont fermés, il y a déjà l'hiver et ils proposent de faire une sortie pour essayer peut-être de se frayer un chemin ou d'assassiner Wolf, on ne sait pas vraiment. Mais contre la volonté de son père, il sort dehors et va justement essayer d'affronter les hordes de Wolf, mais il meurt ou disparaît, on ne sait pas trop, donc je trouve que c'est un peu mieux d'avoir montré cette mort comme résultant d'un acte de Wolf pour exécuter ce personnage, et je trouve que c'est pas plus mal de montrer que ce personnage n'a rien à perdre et qu'il a véritablement envie de détruire la lignée de Helm. La mort de Wolf est elle aussi totalement différente et ils ont voulu la retranscrire vis-à-vis de son affrontement et de sa rivalité avec Hera. Là dans les livres ce n'est pas la même chose, il meurt à Edoras tué par un petit commando mené par Frealaf Hildesson. Une différence, je vous avoue, qui n'est pas forcément très dérangeante là aussi parce que ça permet de renforcer le lien entre Hera et Wolf. Il y a aussi l'absence de l'aide reçue par le Gondor parce que Frealaf, lorsqu'il revient à la charge pour aider les Rohirrim qui étaient assiégés à Fort-le-Corps, il a visiblement dans son armée quelques soldats du Gondor ou des cavaliers, et effectivement je pense que cette volonté-là de supprimer le Gondor, elle s'inscrit très certainement dans la continuité de cette rivalité entre le Rohan et le Gondor, parce que Théoden n'arrête pas de dire où était le Gondor lorsque l'Ouestfold est tombé, où était le Gondor lorsque nos ennemis nous ont encerclés, donc il y a tout ça aussi qui permet de instaurer cette sorte de continuité et le fait que le Gondor n'est pas venu. Alors ça n'a pas été dit, même si dans le film il y a 2-3 petites allusions vite fait en mode le Gondor ne viendra pas, ça permet un petit peu de continuer cette dynamique là et cette rivalité entre les deux peuples. Par contre dans le film il y a un personnage qui est absolument insupportable, c'est le roi Helm. Il est vraiment très méchant, négatif, limite renfrogné, grognon, mais le personnage est comme ça dans les livres, donc au final ça m'a pas trop dérangé. Par contre le moment où il prend des décisions absolument insensées, comme le fait de renvoyer son neveu parce qu'il n'a pas protégé Hera, mais c'est là que je me suis dit c'est un parfait connard en fait. Comment il rejette son neveu comme ça en mode tu ne l'as pas protégé, regarde elle est blessée. J'étais en mode mais c'est Hera quand même qui s'est lancé de son propre chef directement à l'assaut des troupes, et c'est lui qui porte le chapeau et qui en prend plein la tronche. Là j'étais en mode ah ouais Helm quand même t'es un peu limitant. Il y a aussi un petit problème qui à mon sens mérite d'être posé, c'est que l'histoire elle s'enchaîne avec des liants et c'est à chaque fois Éowyn qui fait la narratrice. C'est sympathique et ça apporte son petit lot de croustillant et de nostalgie à ce niveau-là, même si je trouve que par moments ça rend un petit peu l'histoire de manière assez saccadée, ce qui est à mon sens un peu dommage quand même. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire dans cette vidéo qui est plus une critique qu'une véritable analyse? Eh bien je dois dire que j'ai quand même apprécié le film, c'est pas non plus un truc extraordinaire, c'est pas une claque visuelle et c'est de très loin d'égaler le niveau des films de Peter Jackson. Par contre, ce film-là, il est très loin d'être une bouse comme certains l'ont décrit, il est absolument
absolument pas woke comme certains l'ont affirmé pour détruire le film. Au contraire, je trouve que ce film propose quelque chose de rafraîchissant tout en s'inscrivant dans la continuité visuelle, artistique et musicale de ce qui a été fait par Peter Jackson. C'est un stand-alone très sympathique qui apporte son lot de nouveautés et de surprises. Ne vous attendez clairement pas à une masterclass. Après, les goûts et les couleurs, il y en a qui vont être très réceptifs à certains clins d'œil et moments nostalgiques, fanservice, ce que vous voulez dans le film. Il y en a qui vont détester cela et qui vont se dire que ce film n'est qu'une pâle redite du Seigneur des Anneaux les deux tours. Il m'a déçu par certains points, il m'a surpris par d'autres et j'aurais grand plaisir à le revoir peut-être plus en VO justement pour ce que je vous ai dit par rapport à la partie spoil. En attendant, je souhaite quand même à ce film de trouver son public parce que quand je suis allé le voir, c'était le mardi 10 décembre, on était 10 dans la salle et c'était pourtant une avant-première, il y avait quelques fans mais c'était très minime et là je dois dire que le film, j'ai l'impression qu'il sort un peu dans l'indifférence totale. Je sais d'avance que ça va être très difficile pour le film d'atteindre les 30 millions de dollars ou même un peu plus. Je crois qu'il faut qu'il fasse au moins le double ou le triple pour être rentable. C'est un film qui mérite d'être vu, qui mérite justement sa chance et à mon sens, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, je pense que vous avez clairement les cartes en main pour essayer de donner une chance à ce nouveau film qui n'attend que vous. C'est ainsi que se clôture cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu déjà, si vous l'avez apprécié, si vous avez détesté certaines choses. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela, la parole est à vous en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement la guerre des Rohirrim ou même d'autres explorations de cet univers. Salut à tous!